Bien, eh bien, bonsoir, bonsoir à tous, à toutes et à tous. Et puis, je vous souhaite vraiment la bienvenue pour ce premier webinaire de la rentrée. Et j'ai le plaisir d'inviter pour ce premier webinaire. Et il a accepté l'invitation, Philippe Pouletti. Merci Philippe d'être avec nous. Nous sommes, Merci Jacques Bernard de m'avoir invité. J'en je suis vous en ravi. prie, c'est naturel. Nous sommes dans une séquence absolument rare qui commence à durer depuis un certain temps et malheureusement, cette année, le budget 2026 est encore sous haute tension. On essaye de préparer quelque chose, mais on n'y arrive pas pour le moment. Le PLFSS, bien sûr, ça suit, est complètement incertain. Le gouvernement, on l'a vu, est toujours en composition, je dirais en recomposition peut-être. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Et la fenêtre d'IPO est toujours fermée. Et tout cela dans un contexte où la demande en santé et en innovation clinique n'a jamais été aussi pressante et elle s'alourdit évidemment d'année en année. L'enjeu, c'est pas de survivre au cycle, mais de configurer nos modèles pour les rendre toujours plus performants. Et vous avez beaucoup d'idées sur ce sujet-là. Mon invité, je l'ai dit, c'est Philippe Pouletti, qui est cofondateur et DG de Truffle Capital, qui est pionnier des biotech et des medtech en France et qui est avec nous pour partager quelques convictions. Il en a quelques-unes, hein, Philippe. Transformer la crise en tremplin, c'est une des convictions qui s'affichent. Consolider pour bâtir des champions et préparer la prochaine vague, robotique interventionnelle, IA, dispositifs mini-invasifs et plateformes cliniques. Alors, pour votre information à tous, nous allons commencer par un échange d'une vingtaine de minutes, peut-être un tout petit peu plus parce qu'on est tous les deux bavards. Ensuite, je vous proposerai de poser vos questions. Alors, il y a deux façons de poser des questions. Pour ceux qui voient la petite main, lever la main. Vous pouvez lever la main dans Zoom et vous pouvez l'utiliser. Je vous donnerai la parole à l'oral. Ça vous permet de parler. Je libérerai votre micro. Pour ceux qui n'ont pas cette petite main, vous avez le chat juste à côté et dans lequel vous pouvez formuler vos questions par écrit. Vous pouvez faire cela quand je vous en donnerai le moment exact. Alors, ce soir, on rentre dans le concret. On va avoir quatre thèmes, l'attractivité des talents et du capital, le CIR, les charges sociales et la stabilité des règles du jeu, la réindustrialisation, qui est un thème important, et puis ensuite la réforme de la gouvernance de la recherche. Voilà. Alors, une fois encore, bonsoir Philippe, merci d'être avec nous. Et pour commencer, eh ben, j'aimerais m'adresser au docteur Pouletti pour qu'il me fasse le diagnostic de la situation française. D'abord, Jacques Bernard, merci de ne pas m'avoir appelé vétéran de la biotech, parce que je suis encore très jeune entrepreneur, et merci de ne pas m'avoir désigné comme venture capitaliste, parce que je suis un entrepreneur depuis 35 ans. Donc, oui, on va parler un peu de la situation, mais moi, je suis un optimiste pathologique. Donc, même quand ça va mal, et en ce moment, ça va particulièrement mal. On en a connu des cycles où les marchés s'écroulaient, où il fallait attendre. Mais pour la première fois, je crois, en 35 ans, on ne voit pas vraiment le bout du tunnel, au moins pour la France et l'Europe. Et il faut répéter, l'avenir, ce n'est pas seulement en biotech, medtech, mais en deep tech, dans les industries de défense, l'aérospatiale. Ça se joue entre les États-Unis, la Chine et l'Inde. Il ne faut pas oublier l'Inde. Donc, je continue à parier sur les États-Unis parce que la liberté d'entreprendre aux États-Unis, ça n'a pas de prix. Et puis, notre ami Donald ne sera au pouvoir qu'un nombre limité d'années. Mais l'Europe est un nain. L'Europe est un nain. Et on a beau dire, mais oui, on attire. Emmanuel Macron dit, regardez, il y a 20 milliards de dollars ou d'euros qui sont arrivés en 2024 en France, la même semaine où Sanofi annonçait investir 20 milliards de dollars, le seul Sanofi, aux États-Unis. Donc, il faut être conscient que la France, c'est une banalité, l'Europe vont très mal et malheureusement, les vraies réformes, qui ne sont pas très compliquées à imaginer, ne sont pas faites par manque de courage politique, parce que les Français sont un peuple qui ont quand même guillotiné un roi, une reine, et qui ont une connaissance de l'économie et de l'industrie
moindre que ce qu'on verrait en first grade aux États-Unis, et donc on peut être un peu préoccupé. Mais à partir du moment où on sait qu'il y a un problème en France, en Europe, eh bien, on peut faire des choses formidables à condition de se tourner vers l'international. Ce qui ne veut pas dire d'émigrer, hein. Il n'y a pas besoin d'aller créer l'entreprise à Palo Alto. Moi, j'ai passé 13 ans en Californie, j'en suis bien sûr ravi. On peut créer des entreprises en France parce que l'écosystème pour la start-up, c'est pas mal. C'est après que ça se gâte et on va en parler un peu tout à l'heure. Donc, je reste optimiste à condition de ne pas ramper sous la couette ou sous le tapis, ou comme certains diront, ah, c'est pas bien, BPI fait pas assez, les investisseurs français font pas assez. C'est pour ça que je suis très triste aujourd'hui. Hein. Vous savez, Carmat dépose son bilan que j'ai créé en 2008 avec Alain Carpentier, le grand chirurgien cardiaque, et avec Airbus. Mais j'en parlerai tout à l'heure, il y a des bonnes raisons pour lesquelles Carmat est allé dans le mur. Bon, en parallèle, Abivax c'est un formidable succès. Je crois que je salue, il y a Pierre Courtet qui doit être là ce soir, je connais bien l'histoire. Abivax, 6 milliards de dollars de capitalisation, première biotech française, un médicament révolutionnaire. Mais je parlerai un peu des deux histoires en parallèle pour comprendre pourquoi, malgré une technologie des deux côtés formidable, l'une est un grand succès et l'autre, malheureusement, est allée dans le mur. Bien, merci pour cette introduction et ce premier diagnostic positif et optimiste. Crise de financement, qui aura le courage d'agir? C'est le thème de notre webinaire et on commence par l'attractivité des talents et l'attractivité du capital. Alors, vous dites souvent que la France a le potentiel, mais pas encore l'attractivité suffisante. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour convaincre un chercheur américain, surtout au moment où notre ami Donald, comme vous dites, est en train de tous les virer, si on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui nous manque pour attirer ces chercheurs américains pour s'installer ici, ou un family office asiatique ou indien? Alors, on y arrive à attirer des talents, que ce soit dans les équipes de management pour faire venir un directeur général, une executive chairwoman ou des chercheurs. On y arrive. Pourquoi? Et c'est vrai que Donald nous aide, hein, parce qu'il y a beaucoup de chercheurs ou chercheuses ou d'équipes de management qui se disent finalement, la France, il fait bon vivre. Surtout s'il y a le soleil et la mer, donc c'est plus facile d'attirer à Nice qu'à Clermont-Ferrand. Et il faut savoir que finalement, les gens qui choisissent, ce n'est pas le candidat que vous interviewez, c'est sa femme ou son mari, hein, qui dit, moi, ouais, d'accord, j'aimerais bien aller vivre en France, l'école pour les enfants, c'est bien, on se sentirait bien dans cette ville. Donc, il ne faut jamais négliger ces aspects-là quand on recrute. Eh bien, ce n'est pas forcément la personne que vous recrutez, c'est la famille qui recrute. Tiens, je vais donner un petit coup de pied au Grand Paris, parce que Grand Paris, ça a été conçu encore une fois par des technocrates qui auraient dû se rendre compte que l'île Seguin, sur la Seine, ça aurait été beaucoup mieux pour créer l'Institut européen de technologie de Paris, avec des petites navettes sur la Seine, avec l'Institut européen de technologie de Paris, et puis des annonces dans Science ou Nature. Ça aurait été formidable avec la colline de Meudon. Mais non, ils ont préféré aller construire à Buc, à côté de Buc, où les transports entre le plateau de Saclay et Paris, c'est une catastrophe. Et donc, le Grand Paris, ça ne va pas être Stanford, ça ne va pas être La Roya, ça ne va pas être Boston de sitôt. C'est une petite parenthèse désagréable pour nos chers amis gouvernants. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour attirer? Alors, premièrement, la recherche académique. Dans notre domaine, l'innovation radicale, la vraie innovation, elle n'est pas chez Sanofi, elle naît dans les laboratoires académiques des meilleures universités mondiales. Alors nous, à Truffle, on a un business model un peu particulier puisqu'on screen à peu près 400-500 demandes de brevets par an des 50 meilleures universités américaines et européennes, y compris le MIT, Harvard, Scripps, University of Chicago, l'Institut Pasteur, le CNRS, etc. Et on en sélectionne 5 à 10, soit pour créer une entreprise en France,
soit pour renforcer une de nos entreprises de biotech et medtech. Donc, la recherche académique du monde entier est au service des entreprises françaises à condition de se donner la peine d'aller les chercher, d'avoir une crédibilité avec les unités de licensing, technologies transfer des universités américaines, de savoir écrire une licence exclusive et mondiale. Donc, ça marche très bien. Alors, ceci dit, on préférait quand même que la recherche académique française soit un peu plus productive. Donc, je crois, il y a une quinzaine d'années, 20 ans, j'avais fait faire une étude sur le nombre de publications avec un impact factor supérieur à 15 rapportées au budget du CNRS et de l'INSERM, qui avait été publié, je crois, dans le Figaro. Ça avait fait un scandale chez le directeur général de l'Institut Pasteur de l'époque du CNRS, qui m'avait écrit une lettre désagréable. Je leur avais répondu en disant, eh bien, publions votre lettre et ma réponse, en m'amusant parce que le directeur général de l'Institut Pasteur, eh bien, dans sa biographie, il mettait exactement ça, le nombre de papiers qu'il avait publiés dans Science ou Nature. Donc, il faut que la science, la recherche académique française et européenne soit plus productive. Elle l'est beaucoup moins que la recherche américaine. Les facteurs, c'est que c'est très élitiste, la recherche américaine. Hein, on vous embauche avec un petit pécule de départ pour votre labo, pour durer 2, 3 ans. Et puis, si vous êtes incapable d'aller chercher l'argent auprès des agences de moyens ou auprès des fondations privées ou des entreprises, eh bien, quand vous avez été embauché associate professor à Stanford, au bout de quelques années, on vous dit, va donc voir mon gars au North Dakota ou University of Kentucky si tu peux te faire embaucher. Alors, c'est dur hein, comme système, mais quand vous avez à l'INSERM, au CNRS, un système, non, j'appellerais pas ça soviétique, mais vous êtes embauché à 31 ans parce que vous avez publié un ou deux papiers, et puis ensuite, vous êtes là jusqu'à 60 ans, quelle que soit votre productivité scientifique, sauf si vous ne venez jamais au labo. Alors là, au bout d'un certain temps, on dit qu'il faudrait peut-être s'en séparer. Donc, pour que ça change en France, il y a l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche, qui, si elle était dotée non pas de 1,2 milliard, mais de 4 à 5 milliards, et si les référistes, les reviewers des projets, ce n'était pas du copinage franco-français, mais vous mettez 2 Suédois, 3 Néerlandais, un Allemand, 2 Italiens pour évaluer les projets, eh bien vous auriez une réforme darwinienne de la recherche française, élitiste. Mais comme vous le savez, en France, c'est des gros mots, hein, excellence et élitisme. Mais bien sûr, il faut en passer par là. Ce n'est pas un système parfait aux États-Unis, mais il leur a fallu profiter des coupes budgétaires de Trump, justement, pour avoir pas une dizaine de chaires pour attirer des chercheurs français, mais de quoi attirer quelques centaines. Parce que c'est en ayant quelques centaines ou milliers de chercheurs brillants que vous attirez les autres chercheurs brillants, les postdocs, doctorants, etc., qui font vivre la recherche mondiale. Bon, c'est comme une autre petite formule, j'aime bien, comme vous le savez, provoquer. Hein, pour avoir moins de pauvres, il faut plus de riches et qui travaillent et qui restent en France et investissent en France. Parfait. On reviendra sur la gouvernance, hein. C'est un des chapitres que nous avons prévu d'aborder. Question attractivité, on n'a pas abordé le sujet des fonds. On a abordé le sujet de la cellule familiale qui était capable de se bouger sur Nice. C'est intéressant là-dessus. Mais les fonds, alors les fonds asiatiques, les fonds indiens, les fonds américains, parce que bah, c'est toujours bien, Alors, toujours plus. alors le slogan que j'aime pas beaucoup de la Startup Nation, qui a Hmm. été, pourrait-on dire, une des réussites d'Emmanuel Macron. Mais le but, c'est pas d'être une startup nation, c'est d'avoir quelques entreprises qui deviennent des géants mondiaux, comme la Californie ou Boston a su en fabriquer. Ça veut dire que toute la chaîne de financement, les outils de financement, que ce soit le venture capital, d'amorçage,
de ce qu'on appelle les tours A, B, C, D, ensuite d'avoir un peu de dette, ensuite de pouvoir faire une introduction en bourse, des offres secondaires, du royalty financing, etc. Il faut que toute la chaîne fonctionne. Donc en France, on sait fabriquer des petites startups avec 5, 10, 15, 20, peut-être 50 millions. Après, ça se gâte. Alors, Euronext a pas mal fonctionné hein, pendant quelques années. Nous, on a fait des 12 IPO, je crois, des offres secondaires très importantes. En ce moment, Euronext, c'est le marasme. Quand vous regardez la liquidité, quand vous regardez les market cap des entreprises de biotech, l'absence d'IPO ou d'offres secondaires, c'est vraiment le marasme. Donc, il y a plusieurs façons pour que ça fonctionne. La première, c'est d'imposer de manière un peu réglementaire ou fiscale aux gros gestionnaires d'actifs de mettre 2, 3, 4% des immenses réserves financières de la France et de l'Europe dans des PME à fort potentiel. Donc, vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un ISF en 2010 et j'avais proposé avec d'autres que plutôt que d'avoir cet impôt stérile qui alimenterait le puits sans fond des dépenses de l'État, je fais une parenthèse, hein, vous savez que les dépenses de l'État aujourd'hui, c'est 57% du PIB, catastrophique. Et donc, l'idée, c'était de réduire le chèque payé par le contribuable s'il investissait dans des PME innovantes ou dans des fondations de recherche. Ça a très bien fonctionné à l'époque. Et là, avec heureusement la taxe Zuckman semble être abandonnée, quoique il faut se méfier des débats parlementaires, eh bien, une manière de rendre cette taxe à la fois politiquement intéressante en disant, regardez, on fait payer les riches, mais productive pour l'économie, ça aurait été de réduire cette taxe Duckman de 75-80% pour les investissements dans les PME. Bon, donc, ça, c'est la première façon. La deuxième qui aurait été très efficace, c'est vous mettez dans un Airbus euh, les patrons des 100 plus grands gestionnaires d'actifs et à ce moment-là, vous leur faites faire un stage dans la Silicon Valley ou à Boston, eh bien, ils en reviendraient revigorés en disant, mais c'est fantastique, pourquoi on ne fait pas ça en France? Il faudrait qu'on augmente la part de nos investissements qui aujourd'hui sont plus dans le private equity, dans les obligations d'État, dans l'immobilier, bref, pas là où on va créer de la grande croissance. Donc ça, ce serait la deuxième méthode. Comme Mitterrand, quand il était allé dans la Silicon Valley, je crois, en 82-83, il portait un petit cochon dans les bras qui sortait d'un laboratoire. Il s'est dit, ah oui, quand même, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Bon, mais à court terme, il faut que les entreprises françaises aillent chercher l'argent là où il est, à condition que ça ne soit pas avec un pillage de la recherche et des technologies et de la propriété intellectuelle française. C'est pour ça que mon conseil, c'est fait très attention avec la Chine. La Chine, nous, on a deux JV à Shanghai qui marchaient bien. Mais aujourd'hui, les entreprises dites privées chinoises ont ordre du gouvernement chinois d'aller piller la technologie européenne et américaine. Et la Chine a un plan très bien organisé. Ils ont envoyé des postdocs aux États-Unis, dans les meilleurs laboratoires. Ils ont ramené les meilleurs, ils ont donné de l'argent, etc. Et aujourd'hui, bah, c'est plus rapide pour des entreprises qui ont une très belle technologie, qui ont une enzyme qui est une bête de course, un anticorps monoclonal fantastique, de le copier plutôt que de faire la R&D en interne. Donc attention pour la Chine. Nicolas Dufour, je ne suis pas toujours d'accord avec Nicolas Dufour, mais là, il a dit sur BFM et dans le monde, attention, les Chinois sont des prédateurs. Donc, les États-Unis, aller chercher de l'argent aux États-Unis, c'est possible comme on l'a fait avec Abivax, mais il faut que l'entreprise soit bien mature parce que les fonds américains ont tellement d'opportunités sous-évaluées aux États-Unis en ce moment qu'aller s'intéresser à des petites entreprises dans un pays socialiste, c'est pas forcément la tasse de thé des plus gros fonds, sauf s'ils voient de la belle valeur technologique. Il y a d'autres pays, l'Inde, c'est intéressant. Je n'ai pas encore d'opinion. Je pense
qu'ils sont plus honnêtes dans le respect de la propriété intellectuelle et des contrats que les Chinois, mais on verra. En tout cas, il faut sortir de son trou, il faut sortir de son bureau. Il ne faut pas faire comme le directeur général de Carmat en disant ah, c'est pas bien, c'est les fonds français qui nous ont pas aidés, c'est BPI qui n'a pas fait son travail. Ben non, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve, bien sûr avec un beau projet. Si on y va une fois par an avec une présentation diapo et des cheveux sur les diapos sortis d'un classeur comme on le faisait avant, ou une présentation PowerPoint qui en met à tout le monde, ça ne marche pas. Eh bien, alors, on a parlé évidemment de cette attractivité des personnes et des fonds, mais pour stabiliser le tout, il faut aussi stabiliser le tissu des entreprises. Et pour stabiliser le tissu des entreprises, ça, c'est un de vos dadas, c'est le CIR, les JEI. Vous êtes à l'origine des JEI. Et donc, il faut que ce soit stable, tout ça. Comment est-ce qu'on fait? Euh, Vous avez défendu le CIR, vous avez créé la JEI, le statut. Aujourd'hui, dans un contexte où le PLFSS est plutôt dans le flou, comment est-ce qu'on garantit tout ça? Alors, je n'ai pas défendu le CIR. Une petite anecdote. Oui. Nicolas Sarkozy, avant qu'il arrive en prison, quand il était président de la République en 2007, avait, fin août 2007, décrété une aide à la R&D qui s'est appelée le CIR. La ministre de la Recherche, Valérie Pécresse, n'était pas au courant, le ministre de l'Industrie n'était pas au courant, mais il a décrété ça parce que c'était euro-compatible d'avoir une aide à la recherche généralisée, mais c'était surtout pour aider Airbus, qui à l'époque n'arrivait pas à fabriquer la 380, et puis aussi Thales. Donc c'est né comme ça. Mais aujourd'hui, Jacques Bernard, vous savez combien ça coûte le CIR? Pas, pas Voilà. grand-chose. Bon, 7 à 8 milliards d'euros, hein, donc un peu plus que les coûts du garde du corps, de Laurent Fabius, qui sera effectivement une économie salutaire, mais très importante, mais minable. Donc, le CIR, le scandale, c'est que la majorité du CIR va aux grandes entreprises. Alors, est-ce que ça a aidé Sanofi, qui doit avoir un CIR, peut-être que je me trompe, de 130, 150 millions par an, pour développer un vaccin SARS-CoV-2 ou autre? Non. Par contre, le CIR dans les PME est très utile. Donc, il faut réformer le CIR. Et la proposition que j'ai faite récemment, qui a une probabilité de succès entre 5 et 10 mais je reste optimiste, c'est de réorienter le CIR, la partie supérieure du CIR des grandes entreprises, vers des collaborations entre des petites entreprises et des grandes. Bon, j'aime bien critiquer Sanofi, je les aime bien quand même, mais c'est vrai que Sanofi préfère annoncer une collaboration à Boston, ça fait plus chic qu'une collaboration avec une entreprise parisienne de Montpellier ou de Nice. Mais ce serait une réforme très efficace pour réformer le CIR, mais le lobby des grandes entreprises, hein, vous savez que la BNP, la Société Générale, ont des CIR conséquents, plutôt que cette gabegie qui n'a pas montré son grand impact. Et on a beau avoir des rapports de la Cour des comptes, d'économistes, etc., rien ne bouge parce que malheureusement, il faut du courage politique hein, pour faire des réformes. Et dans votre échange récent hein, avec le JDD, vous avez dit, vous avez déclaré qu'il fallait sanctuariser justement ce CIR, j'y reviens. Mais Alléger, le sanctuariser en le rendant efficace. voilà, alléger le coût complet du chercheur et surtout donner une visibilité pluriannuelle aux dirigeants. Ça, c'est quand même, ce serait quand même bien d'avoir cette stabilité moyen-long terme, on va dire, au moins moyen. Bah, bien sûr, parce que bon, tous les débats, ce n'est pas seulement pour les biotech, medtech, hein, mais la grande inquiétude, et l'inquiétude est très forte hein, de savoir à quelle sauce les entreprises, les dirigeants, les chercheurs seront mangés l'année prochaine et les suivantes. Pour la première fois, encore une fois, je suis un peu inquiet sur l'avenir. Alors, il y a une très belle méthode qu'affectionnent nos dirigeants pour garder les gens en France, c'est l'exit tax. Alors ça, c'est intelligent, l'exit tax. On vous dit, ah ah, vous allez en Italie ou ailleurs, eh bien, on va vous taxer sur vos plus-values latentes, c'est-à-dire vos plus-values non réalisées.
Donc, et même sur les outils comme les BSPCE qui sont bien encadrés, etc., Bercy a un grand talent pour aller remettre en cause les outils incitatifs, les actions gratuites, les AGA, les AGAP, etc. Donc, mais il y a des réformes possibles, hein. L'avenir n'est pas écrit. Maintenant, il faudrait peut-être qu'on voit émerger un homme d'État, qu'il soit socialiste, LR ou je ne sais quoi, un homme d'État qui se dise, eh bien, je vais faire un seul quinquennat et je vais faire des réformes un peu douloureuses qui seront efficaces pour nos enfants, hein, c'est pas seulement pour nous. Sinon, ça va mal se passer. Vous avez vu que l'Espagne, l'Italie, le Portugal progressent énormément, que leurs notes Fitch et autres a progressé pendant que la France dégringole, mais l'avenir n'est pas écrit. Alors peut-être que le FMI débarquera un jour quand on sera un peu plus endetté, un peu plus en déficit, et que les taux d'intérêt pour France Trésor deviendront insupportables. Donc on n'en est pas encore là, mais on n'en est pas très loin peut-être. On n'en est pas encore là et il va y avoir quelqu'un qui va avoir le courage d'agir pour la réindustrialisation. Oui, Vous avez réussi à Bivax, vous avez réussi 40, donc comment on a réussi? C'est pas linéaire, comme vous le dites. alors, non, bah, un business plan. Don Valentine, qui était le chairman de Sequoia, le fondateur de Sequoia. Vous savez, Sequoia, ils ont fait Google, Yahoo, Cisco, etc. Un jour, je devais trop lui parler, commencer à se lasser, et il me dit a good business plan fits on the back of your business card. Ça, c'était une très bonne leçon qu'il m'a donnée parce qu'en en fait, il faut avoir une mission, un objectif, il faut avoir de la propriété intellectuelle, il faut avoir des très bonnes équipes qui peuvent changer au fur et à mesure de l'évolution de la société, parce qu'un bon directeur général pendant les 10 premières années n'est pas forcément le directeur général pour aller faire une IPO sur le Nasdaq, hein, comme pour Abivax où Marc de Garidel a remplacé Harcourt Lich. Harcourt avait fait du très bon travail pendant 10 ans, mais après, ben, il fallait changer. Donc, il faut avoir les ingrédients pour une société pour qu'à l'arrivée, vous ayez un vrai produit qui soit industrialisé, agréé par la FDA et les autres agences réglementaires, qui ait un prix élevé avec un remboursement élevé, des marges élevées pour des gros marchés. Donc moi, je préfère créer des entreprises qui s'adressent à des très gros besoins médicaux, très gros marchés et qui concurrenceront les géants pharmaceutiques de secteur, plutôt que de dire ah ben, on va faire un petit produit pour un niche market. Ce sera une belle démonstration de la technologie. Alors, industrialiser, le gouvernement français, mais d'autres gouvernements également, hein, disent bah, il faut des usines pour produire, il ne faut pas être trop dépendant de la sous-traitance. Alors, il y a un programme qui est intéressant aujourd'hui qui s'appelle la GPS, qui n'est pas le programme satellite de GPS, mais qui sont des garanties pour projets stratégiques. Alors, c'est un programme intéressant parce que c'est off-balance sheet, c'est-à-dire la garantie d'État ne rentre pas, n'est pas comptabilisée dans le budget, dans les dépenses, et donc ça peut être intéressant. Mais le nombre d'entreprises élues par la direction du Trésor, avec instruction des projets par BPI, reste assez faible et l'État ne comprend pas toujours que dans le monde d'aujourd'hui, les prêteurs qui feront des prêts, surtout s'ils sont garantis, bah, vont pas travailler à l'avance si la garantie n'est pas certaine dès le début de l'instruction du programme. Mais pour ceux qui nous écoutent, regardez le programme GPS auprès de la direction du Trésor, ça peut être intéressant. Mais d'autres pays sont très attractifs et disent, mais bien sûr, que ce soit en medtech ou en biotech, on aimerait avoir des usines, on aimerait avoir de la technologie, de l'innovation qu'on peut mettre là-dedans, et d'autres pays risquent d'aller plus vite, y compris européens, Moyen-Orient, etc., que la France ou l'Europe dans cette direction. Allez, on va aborder le dernier thème, celui de la gouvernance. On a
un tout petit peu, vous avez un tout petit peu abordé ce thème tout à l'heure. Vous évoquez une Europe, évidemment, qui est trop lourde, trop lente. La question de la gouvernance au niveau national et européen se pose avec les ANR. On l'a noté tout à l'heure, hein, il y a 20 ans, il y a 20 ans, vous décriviez que l'ANR devait fonctionner comme une agence de moyens indépendante et compétitive. Et vous avez écrit ça dans les Annales des mines en 2005. Ah ben, Ah, bon. je Qu'est-ce qui ne a m'en bougé aujourd'hui? je ne m'en souvenais pas. Ben, je radote depuis une vingtaine d'années en répétant souvent la même chose. Et une fois sur cinq, une proposition semble nette, que ce soit la JEI, la petite ANR, etc. Mais effectivement, sur la gouvernance, un, euh, il faut avoir des équipes de management internationales également avec le feu sacré. C'est-à-dire que c'est bien de mélanger des jeunes chercheurs, des jeunes ingénieurs avec des équipes de management plus expérimentées. Il faut ce mélange. Si vous n'avez que des gens expérimentés avec des cicatrices sur la joue, bah, ça, vous allez revenir chez Sanofi, hein, où la décision va être un peu lourde avec réunionite, etc. Si vous n'avez que des jeunes qui n'ont pas l'habitude de savoir ce que c'est qu'un meeting FDA ou comment on fabrique et on diminue la cost of good, l'entreprise va faire des erreurs majeures, irrattrapables. Donc ce mélange international de talents et de gens expérimentés dans le management, dans le conseil d'administration, dans les scientific advisory boards, c'est une condition sine qua non du succès et chez les actionnaires. Hein. Donc les co-investisseurs, moi j'aime bien soit ceux qui sont totalement passifs, ils apportent de l'argent et ils ne viennent pas vous gratter en vous disant ce que vous devriez faire à chaque moment, soit les gens qui, outre des moyens financiers, ont de l'expérience, mais pas simplement en R&D, mais jusqu'au marché. Vous voyez, Abivax, on l'a créé de toutes pièces, le nom, l'entreprise, etc. Si on a le temps, je vous raconterai quelques anecdotes. Ça, on l'a créé en 2013 en fusionnant trois de nos petites biotech. Nos amis de Sofinova ne sont arrivés qu'en 2019, même si de temps en temps ils l'oublient. Mais c'est bien devant les succès d'avoir plusieurs pères et mères qui revendiquent le succès. Quand vous avez un échec, en général, on est un peu seul. Et Sofinova, ils apportent autre chose que de l'argent. Mais je le répète quand même, Abivax, c'est nous qui l'avons créé. J'étais président du conseil d'administration 10 ans et je peux dire avec fierté que Abivax n'existerait pas sans Truffle, sans moi et sans les collaborateurs de Truffle et bien sûr sans les équipes qu'on a pu recruter au fil du temps, que ce soit chercheurs ou management. On se souvient effectivement de la réunion des trois petites sociétés initiales, mais vous êtes en train de le refaire pour Caranx, hein, Alors, voilà. Alors, le problème des sociétés de biotech ou medtech, quand elles ont un seul produit ou une seule plateforme, c'est très compliqué parce qu'elles ont du mal à grandir, parce que les gens disent, oh, c'est très risqué, c'est hit or miss. Et c'est pour ça que nous, on aime bien au début des sociétés qu'elles soient très focalisées, les petites, sur un seul projet, les équipes de management sur un projet, mais ensuite on les fusionne, deux ou trois, dès lors qu'il y a des synergies R&D ou commerciales. C'est ce qu'on a fait pour Abivax et c'est ce qu'on est en train de faire, citer Caranx, c'est une des trois sociétés, pour le projet Carvolix, qui va être en medtech cardiovasculaire. J'espère ce qu'on a fait avec Abivax. Alors, une petite anecdote, j'ai le temps, Jacques Bernard, où vous me dites. on a un peu de temps, allez, on prend. Bon, je ne dirais pas que François Hollande a été un grand président, mais il a été notre vice-président Investor Relations en 2014-2015. Pourquoi? Parce que obefazimod, qui est aujourd'hui le produit phare en rectocolite hémorragique pour Abivax, à l'époque, n'était qu'en phase 1 et focalisé sur le traitement du sida. Autrement dit, pas un produit de grand avenir. Et donc, on a fait un accord avec le Centre de biotechnologie de la Havane, à Cuba, parce que Fidel Castro a fait beaucoup d'horreurs et de bêtises,
mais il avait compris que la médecine, c'était quelque chose de très important et Cuba était le premier pays à éradiquer l'hépatite B. Et donc, on a fait un accord avec Cuba et donc j'ai un petit film qu'on montrait lors du roadshow d'IPO sur Euronext où François Hollande euh, et Raúl Castro et moi avons signé l'accord sur le vaccin thérapeutique contre l'hépatite B, qui nous a vraiment permis de faire ce qui est encore aujourd'hui la plus grosse IPO biotech en France, je crois 58 millions levés. Donc, je remercie François Hollande pour au moins ça, d'avoir été notre VP Investor Relations. Heureusement, on n'a pas gardé l'accord avec Cuba, parce que ça, c'était sous Obama. Alors, sous Trump, je pense que les avocats euh, qui travaillaient pour nos banques d'affaires auraient dit pas question d'avoir un lien avec Cuba sous Donald Trump. Donc, c'est une petite anecdote pour vous dire qu'il faut sortir des sentiers battus, hein, et que fusionner plusieurs sociétés ensemble qui vont augmenter la NPV, attirer des équipes de management, des banques d'affaires, des investisseurs, c'est une bonne solution. Malheureusement, quand vous avez les égos des actionnaires qui sont différents entre les sociétés ou des équipes de management, ça ne se fait pas. Nous, on a la chance, quand on est majoritaire des trois sociétés qu'on fusionne, de pouvoir dire, allez, on fusionne, avançons. Donc, Parfait. retenez le mot Carbolix, Oui, cardiologie oui. interventionnelle, qui va être la révolution pour placer les valves cardiaques de manière autonome et pour Mm. traiter les accidents vasculaires cérébraux. Malheureusement, dans ceux qui nous écoutent, statistiquement, dans les 5 ans qui viennent, il y aura un certain nombre d'AVC et c'est une urgence médicale. Et avec la robotique et l'intelligence artificielle de Cargolix, on devrait permettre à tout centre, non pas de neurovasculaire, mais de cardiologie interventionnelle, de traiter à temps un AVC. Donc, c'est ce qui nous passionne en ce moment. Tout le monde aura remarqué au passage qu'on a eu un petit scoop de votre part, puisque c'était Carbolympique, ça devient Carbolix. On a le nouveau nom. Cargolix, un petit IX comme Idéfix Astérix, c'est sympathique, c'est plus rapide à dire, et en trademark et en nom de domaine, c'est bien protégeable. Parfait. Alors, on est arrivé aux questions-réponses avec un tout petit peu différé, mais vous en excuserez tous. C'est l'heure des questions-réponses. Encore une fois, vous avez, pour ceux qui ont levé la main, vous pouvez lever la main et prenez la parole à l'oral. Pour ceux qui ne l'ont pas, c'est les questions-réponses. Et on a déjà deux questions. Alors, première question de David Petitot, que vous connaissez certainement. Bien Pour les sûr. investisseurs institutionnels, comment les convaincre que la classe d'actifs venture capital santé peut faire aussi bien en termes de risque-rendement qu'une classe d'actifs tels que les ETF? Je crois que je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Envoyez-les faire un stage en Californie de 15 jours avec femmes et enfants pour passer leurs vacances. Ils découvriront l'économie du vivant, etc. Mais il faut, il faut être réaliste. Ça ne sert à rien pour une entreprise, un chef d'entreprise, d'user sa salive et son temps pour convaincre des gens qui sont très difficiles à convaincre. Allez plutôt voir ceux qui sont déjà dans ce domaine, qui ont de l'expérience et qui diront, ah oui, ce projet est intéressant. Et puis, il faut savoir que même si les pseudo-leveurs de fonds professionnels, avant que vous ayez signé leur mandat, disent, pas de problème, on va lever beaucoup d'argent, etc. Mais après qu'ils aient signé, que le mandat ait été signé, ils nous disent, ah, l'environnement est difficile, ben, il faut aller voir ceux où qu'ils soient dans le monde, sauf les Chinois, qui ont les moyens et l'envie de mettre des tickets importants. Voilà. Donc, de faire un bon, David, allez-y, allez-y. de faire un bon screening, une bonne sélection de ceux qui pourraient investir, en sachant que dans l'environnement actuel, bah, même aux États-Unis, les investisseurs aiment se concentrer sur leurs actifs existants et ouvrir des nouveaux dossiers beaucoup moins que dans un environnement normal, et que ça leur prend du temps pour évaluer le projet, l'équipe de management,
bâtir une crédibilité et que ce n'est pas avec un voyage à New York qu'on va lever en une fois beaucoup d'argent. Parfait. David Petitot va en parler à la fille. C'est ce qu'il raconte. Tiens. Donc, les partenariats, c'est un autre interlocuteur. Les partenariats grandes entreprises PME sont encouragés depuis environ 20 ans. On a Limi, Medicine. Quelle est leur efficacité selon vous? Alors, euh, il y a deux façons de voir. Un partenariat précoce, on dit, ah, bah, ça crédibilise, Medtronic, Johnson Johnson croient à la technologie. Certes, mais vendre ces bijoux de famille très tôt, un grand groupe, pour des petites redevances misérables et quelques dizaines de millions d'euros, ça peut être très toxique. Donc c'est difficile quand le venture capital est dans un état de marasme, c'est tentant de dire, allez, je fais un deal avec machin, ça m'amène de l'upfront, des milestones, des redevances. Mais 10 ans plus tard, on dit, mais quel est le crétin de directeur général qui a signé ce deal affreux? Parce que certes, il y a eu de l'argent à court terme, mais ce n'est pas avec 7% de redevances qu'on va montrer que l'entreprise est attractive. Donc, il n'y a pas de recette miracle. Et puis, il faut bien choisir ses partenaires. Il y a des bons partenaires, et puis il y a ceux qui, au bout de 3 4 ans, le management change dans un groupe pharma ou medtech, et ils vous larguent dans le désert, et vous publiez un press release en disant nous avons réussi à recapturer nos droits commerciaux auprès de Johnson Johnson, ce qui ne trompe bien sûr personne. Donc il n'y a pas de recette miracle, mais le business development, c'est très important de le faire, de le cultiver pour décider si oui ou non on fait un accord. Vous voyez, pour Carb Olympique, on a fait un accord avec Edwards Life Sciences, le numéro un mondial des dispositifs cardiaques, qui a une market cap de 55 milliards, et c'est un option deal, hein, avec pas mal upfront, après une levée de l'option, des redevances, et donc c'est un accord assez équilibré, qui est très utile, mais sans que, où on a pu dire non quand il réclamait plus de technologie, plus de propriété intellectuelle que ce que l'entreprise leur a donné. Parfait. Autre question, en antiviral preparedness de futures pandémies, où est-ce qu'il faut aller chercher de l'argent en ce moment? Le DOD en a pas mal d'argent, hein? Alors, Il parle pas de l'antivir. premièrement, quelle entreprise Spikeim que nous avons créée avec l'Institut Pasteur, une formidable plateforme d'anticorps monoclonaux pour, traiter les transplantés et les autres immunodéprimés qui répondent mal ou pas du tout au vaccin ou les sujets âgés. Donc ça, c'est un très beau projet, surtout avec des anticorps monoclonaux anti-BKV, donc une belle collaboration française, Spikeim, Institut Pasteur, le LFB. Et deux, on a proposé effectivement à l'État la plateforme en disant la question n'est pas de savoir s'il y aura une autre pandémie, c'est quand. Hein, tous les experts, soit l'OMS, les virologues, disent qu'il va y avoir une autre pandémie, ce ne sera pas forcément un coronavirus, ce sera un autre virus. Et donc, on a eu beaucoup de chance avec le SARS-CoV-2 qu'un vaccin soit possible, BioNTech et Moderna, des entreprises de biotech. Il faut se souvenir que la plupart des virus, par exemple le HIV, le VIH, ben, ça fait 40 ans, 50 ans, on est incapable de développer un vaccin. Donc, si la prochaine pandémie est un nouveau virus contre lequel un vaccin est difficile, ben à ce moment-là, il vaudrait mieux avoir des anticorps monoclonaux prophylactiques et qu'on puisse produire en masse dans les gros fermenteurs et avec des cellules qui crachent une bonne concentration pour éviter qu'on ait, comme avec la grippe espagnole en 1918-19, entre 20 et 40 millions de morts. Il va falloir maintenant sortir la boule de cristal, Philippe. Sous quelles conditions et à quelle échéance la fenêtre d'IPO pourrait se rouvrir sur Euronext? Alors, je n'en sais pas plus que ma boulangère, que j'aime beaucoup et qui est très compétente. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas se préparer quand la fenêtre s'ouvre. Parce que les fenêtres, au cours des 20 dernières années, sont souvent assez courtes. Et quand les investisseurs
qui apprécient les IPO qui soient spécialistes ou généralistes quand ils ont accumulé suffisamment de papier dans leur ratio d'exposition au risque. Eh bien, si vous arrivez en vous préparant trop tard, c'est terminé. Donc, soyez prêts. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question, lever la main, poser une question par oral? Sinon, il est 18h47. On a un peu débordé le temps qui nous est imparti. Généralement, on fait un petit 40 minutes et on a passé un très, très bon moment avec beaucoup d'explications, beaucoup de convictions aussi, Philippe. On le sait, hein. Et je tiens à vous remercier tous d'être venus nous voir ce soir, d'avoir assisté à ce webinaire. Merci, Philippe, pour avoir inauguré cette rentrée avec nous. Un petit mot, vous voyez sur mon épaule le logo du Health Tech Acceleration Summit numéro 3. Je fais de la publicité. Ce sera le 30 juin 2026 à Paris. C'est un mardi. Ça s'appelle Rêve d'Amérique parce qu'on a tous une Amérique à conquérir, comme nous le disons tous. Quelle que soit notre Amérique, on peut être patient, on peut être investisseur, on peut être entrepreneur, voilà. Et donc, on va vous parler de Rêve d'Amérique. On vous a préparé un programme exceptionnel. Il faut vous rapprocher de Biotech Finance. On vous donnera tous les éléments. Merci encore à tous. Merci d'avoir assisté à ce webinaire. Philippe, un grand merci d'être venu encore et à très bientôt à tous. Au revoir. Merci Jacques Bernard, merci à tous.